Here we go now. Let's go. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Business Story. Alors comme vous le voyez, on est dans un jet privé. Bon, moi j'appelle ça un jet privé, donc c'est un avion privé et on est là pour parler de son propriétaire. Un entrepreneur au parcours très atypique puisque il est à la fois entrepreneur, il a fait 2 mandats de maire. Il a été dans la restauration et la restauration rapide, notamment en étant l'initiateur du déploiement de Burger King en France à travers une vente de Quick qu'il a gérée. Et puis il a un projet complètement fou, c'est de faire renaître l'une des plus belles plateformes aéronautiques de France qui se trouve à Châteaudun pour en faire un pôle d'attractivité nationale. Alors mesdames et messieurs, vous allez découvrir ce parcours, c'est celui de monsieur Benoît Lancin qui est à côté de moi. Bonjour et bienvenue à bord. Eh bien voilà, donc nous avons le pilote qui est juste à côté, mais ça va être plus pratique de se mettre dans les sièges arrière. Et de toute façon, vous allez voir comment ça se passe dans cet avion. À tout de suite. Bon ben voilà, donc là on est installé à l'arrière donc pour l'interview avec monsieur Benoît Lancin. Et on va passer tout de suite, on va le passer sur le gris. Alors Benoît, déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet avion ? Alors c'est un avion que je suis allé chercher aux États-Unis en plein confinement en novembre 2020. C'est un avion que nous avons acheté avec 4 collègues d'entreprise. Ah, c'est tout récent alors, 2020 2020, novembre 2020, plein confinement, un billet aller-retour pour Washington, récupérer l'avion auprès de son propriétaire et je l'ai ramené par ce qu'on appelle la route de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire en montant jusqu'au nord des États-Unis, au nord du Canada, le Groenland, l'Islande et retour jusqu'à Orléans. J'imagine c'est un vieux rêve puisque vous êtes pilote depuis combien d'années là? Alors je suis pilote depuis une vingtaine d'années et c'est un rêve d'enfant effectivement de faire une transatlantique et de ramener en une quinzaine d'heures de vol son avion depuis les États-Unis au nord de la Floride jusqu'à Orléans. Un avion comme ça vole à combien à l'heure? C'est un avion qui vole à jusqu'à 30 000 pieds et entre 550 et 600 km/h. Et là, vous êtes venu donc à Lille, là vous avez fait le trajet pratiquement de Lorient, vous avez mis combien de temps? Alors là j'ai mis 1 heure. 1 heure et nous étions 5 à bord. Alors, dites-moi, un avion, bon, pour les gens, donc là, on va passer une petite vidéo pour voir un petit peu l'habitacle, comment ça se passe. C'est un avion de 6 places. Ça paraît quelque chose d'inaccessible pour les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réservé uniquement à des gens fortunés? Alors pas du tout, il y a effectivement un mythe sur l'avion. Là on est sur une classe d'avion accessible, dit avion d'affaires, mais accessible. C'est un avion qui est la propriété d'une entreprise, donc de plusieurs actionnaires qui ont investi dans cet avion et qui vendent des heures de vol à leurs entreprises pour les déplacements des collaborateurs et des besoins du dirigeant. Alors quels sont les frais qu'il y a autour? Parce que bon, un avion, c'est quoi? C'est peut-être 2 millions d'euros à peu près pour acheter un avion. On peut l'acheter bien évidemment à crédit dans le cadre d'une entreprise, mais derrière, on imagine, il n'y a pas que l'avion. Il y a des frais d'atterrissage, il y a des frais d'amérissage, j'en sais rien. Sur un avion, on a des frais fixes et des frais variables. Les frais fixes, c'est le hangar, c'est l'assurance, c'est l'amortissement bien sûr de l'avion. Et puis les frais variables, c'est la maintenance et le carburant essentiellement. Et donc l'objectif d'un avion, c'est qu'il vole, et plus l'avion va voler, et plus on va écraser les coûts fixes. Donc le fait de louer l'avion aux entreprises propriétaires permet d'écraser les coûts fixes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer une chose? On nous a dit souvent donc, dans le milieu de l'aviation qu'un avion qui ne vole pas est un avion qui coûte de l'argent. Tout à fait, puisque un avion au sol il coûte le même prix, hormis le carburant. Mais les visites de maintenance, elles sont calendaires, donc elles sont obligatoires, même si l'avion ne vole pas. Et tous les autres fixes, frais fixes d'assurance, d'amortissement, de hangarage par exemple, sont là. Et donc pour écraser ces frais fixes, il faut des frais variables. Les frais variables, c'est faire voler l'avion. Donc vous avez le carburant en plus à ce moment-là, bien sûr, la consommation de carburant. Et donc plus l'avion va voler, et plus on va écraser les coûts. Ça veut dire qu'un avion qui ne vole pas coûte beaucoup plus cher. On a un problème parce que
On n'a jamais eu un CV aussi long, donc c'est très long, et donc pour l'autre émission, on ne pourra pas tout développer. Alors, vous avez été entrepreneur dès le départ, vous avez fait des études de commerce, vous avez été dans la restauration, et notamment la restauration rapide, et vous avez été un acteur majeur dans la transaction qui s'est faite entre Burger King, qui a acquis plusieurs restaurants Quick qui vous appartenaient. Vous avez eu 2 mandats de maire. Je ne parle pas des responsabilités, vous êtes président, vice-président d'associations, de plusieurs éléments, en fait, en tout cas dans des collectivités, et vous avez ce projet, effectivement, Châteaudun 2030, Revivisco, Châteaudun 2030, et puis vous êtes pilote d'avion. En fait, la première question que j'ai envie de dire, vous avez brassé tellement de responsabilités, d'éléments dans un parcours qui est très atypique. Quelle est la tranche de vie que vous avez apprécié le plus, que vous appréciez le plus? Alors, je dirais que dans ma tranche de vie professionnelle, enfin que vous avez rappelé, probablement que l'épisode du rachat de Quick par Burger King en 2015 est probablement ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours professionnel. J'ai cru comprendre qu'il y a même un livre qui va raconter cette histoire. Oui, parce que c'est au départ une affaire d'homme, mais c'est une affaire d'entrepreneur, et ce projet, en tout cas ce rachat de Quick par Burger King, ne se serait pas fait si je n'avais pas imaginé et eu la vision de ce que pouvait devenir ce groupe en France, et comment il était pertinent que Burger King, nouvel acteur du marché de la restauration, concurrent de Quick, puisse le racheter. Et bénéficier bien sûr de 450 emplacements en France, 20 000 salariés, un vrai savoir-faire, une culture d'entreprise, et donc je pense que c'est probablement un fait d'armes pour moi, très important, et probablement la meilleure chose que j'ai fait en 20 ans pour l'enseigne pour laquelle je travaille. Alors justement, bon, on va parler de cet épisode parce que bon, ça fait partie des questions qu'on allait vous poser, pour que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé. C'est que vous étiez propriétaire de plusieurs restaurants Quick, si j'ai bien compris. Et derrière, à un moment donné, Burger King allait mettre le pied en France. C'était un peu ça l'histoire. Et la suite, c'est quoi? Alors, j'avais quelques restaurants Quick, et il y avait l'ensemble des 450 restaurants Quick en France. Burger King avait commencé sa implantation en France en 2013-2014 avec une quinzaine de restaurants, et j'ai eu dans l'idée, puisque Quick n'allait pas bien, d'imaginer que l'avenir de Quick c'était Burger King, et donc d'aller voir Burger King qui arrivait sur le territoire français, et de lui proposer de racheter le groupe Quick, et donc l'ensemble des 450 restaurants en France, ce qui nécessitait que les centres indépendants français puissent suivre le mouvement, bien évidemment, soient convaincus, et que ce soit pertinent de pouvoir transformer ce groupe de 450 restaurants, 20 000 collaborateurs en France, pour en faire un leader sur le marché français avec l'enseigne Burger King, avec un objectif de doubler à 40 000 salariés sous 7 à 8 ans, et de faire une conversion de l'ensemble de ce groupe en 7 ans, ce qui n'était pas un projet qui avait été imaginé. Alors en fait, si je comprends bien, la prouesse, c'est que vous avez été voir un concurrent en lui disant « rachetez-moi ». C'était un peu ça l'histoire quelque part. Et il fallait y penser parce que du coup, à la fois Quick est gagnant, en fait tout le monde est gagnant dans cette affaire. Tout à fait, c'est-à-dire que l'audace a été d'aller voir le concurrent pour lui proposer de racheter Quick, le groupe, donc de disposer des 450 emplacements stratégiques en France, d'avoir un parc de 450 restaurants immédiatement, 20 000 salariés avec un savoir-faire, la maîtrise, notamment de la sécurité alimentaire, tout ce qui sont les règles HACCP, et puis de dire, ça a du sens d'amener à l'enseigne Burger King les attributs du marché français, comme par exemple les aires de jeu, les menus enfants, les menus salades, et donc c'est tout ça qui a constitué le package complet et qui a donné l'opportunité à Burger King de tout de suite investir le marché français dans une très grande dimension. Bon voilà, je me retourne vers cette caméra là que je vois juste en face. J'aimerais bien faire une pause sur quel est le moment d'émotion de monsieur Benoît Lancin. Alors, le moment d'émotion, c'est quand je me suis retrouvé seul et face à tous les indépendants
où l'on m'a dit, Benoît, tu es un fou, cette aventure, elle est juste pas possible, on va se fracasser, c'est pas à notre portée, et on va tous se mettre en danger, et ça compromettra le développement de nos entreprises. Allez, on va faire une petite pause, mais on va parler tout de suite de ce projet pharaonique qu'est Revivisco Châteaudun 2030. Revivisco Châteaudun, c'est quoi ce projet? Alors Revivisco Châteaudun, c'est l'idée du désenclavement d'un territoire, c'est-à-dire que c'est reprendre une base aérienne, celle de Châteaudun, qui existe depuis 85 ans et qui est condamnée là à la fermeture jusqu'à l'été 2022. Alors comment c'est arrivé cette idée? Parce que l'histoire est quand même belle. C'est un jour où par hasard vous deviez en fait atterrir dans cet aérodrome. Oui, je me suis posé en 2018 sur cet aérodrome militaire. J'avais un rendez-vous et en échangeant avec le colonel qui était en poste, j'ai vite compris que cette base aérienne était condamnée à la fermeture. Et en repartant, a germé en moi l'idée que ce site, ces 450 hectares déjà d'infrastructures aéroportuaires existantes au nord de la région centre, à 30 minutes d'Orléans, à 25 minutes de Chartres, à 1h15 de Paris, avait du sens si on le réhabilitait. En fait, ça vous a surpris quand vous êtes descendu, enfin, quand vous avez atterri et que vous vous êtes retourné, que vous avez vu cette surface énormissime avec l'avion tout seul là-dedans, ça paraissait un peu mort, non? Oui, complètement, puisque c'est une base aérienne militaire, mais qui est en fin de vie, qui avait vocation notamment à déconstruire des avions militaires et qui a été pendant des années notamment une base de convoyage d'avions. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus personne, il y a eu jusqu'à 1300 militaires sur le site. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vingtaine de militaires sur le site. Et quand je me suis posé, effectivement, vue du ciel, 450 hectares, c'est une piste de 2300 mètres, des taxiways aussi importants, une tour de contrôle, 75 000 mètres carrés de hangars, des bâtiments collectifs, un mess avec 1200 repas possibles, 3000 mètres carrés de bureaux et centres de formation, et donc un vrai potentiel. Donc c'est un projet fou en fait. Par rapport à tous les projets que vous avez fait, vous le classez comment ce projet-là? Alors je dirais que ce projet est un projet XXL. XXL parce que il est sur 10 ans. Donc ça fait déjà 1 an et demi que nous sommes en route et que ce projet a été identifié, retenu. Donc il bénéficie d'un premier financement de l'État de 13 millions d'euros qui nous permet de démarrer tous les premiers travaux de conversion, de mise aux normes pour passer du statut militaire au statut civil et d'aménager l'ensemble. Et donc c'est effectivement un projet d'une très grande dimension, mais qui concerne aussi un territoire très important. Demain, ça concernera 12 millions d'habitants avec le sud de la région parisienne. Alors pour qu'on comprenne bien, cette plateforme aéronautique qui est à Châteaudun même va devenir quoi dans votre esprit? C'est-à-dire qu'on va y trouver quoi? Des restaurants, de l'aviation, des écoles, du sport Alors, c'est un projet en plusieurs étapes. C'est un projet dans lequel on réhabilite déjà l'aviation générale avec un aéroclub et la possibilité d'avoir bien sûr de l'aviation de loisirs. D'ailleurs, au mois d'octobre l'année dernière, nous avons fait venir une 50aine d'avions pour la première fois, des avions d'aéroclub de la région centre. Il y aura un musée aussi parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des avions de chasse sur place. Tout à fait, il y a un musée canopé avec un conservatoire de 45 avions de chasse qui retrace 50 ans d'histoire de l'aviation française et qui nous a été laissé par la ministre. Et donc nous allons bien sûr ouvrir ce musée canopé qui sera bien sûr mis en situation muséale, puisqu'aujourd'hui il est confidentiel, il est sur une plateforme militaire, et ce musée a vocation bien sûr à drainer en termes d'attractivité bien au-delà bien sûr de Châteaudun. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire des touristes s'ils viennent là-bas se balader? Alors l'ambition c'est d'avoir des étapes d'évolution de l'aviation, aviation générale petit avion dans un premier temps, puis en 2023 d'aviation d'affaires, puis en aviation commerciale 2027-2028, avec l'opportunité d'aller sur toutes les capitales européennes et nord-méditerranéennes. Donc ça c'est important. En dehors de l'aviation, on va y trouver bien sûr le musée d'aviation de chasse, mais également une ferme photovoltaïque qui produira bien sûr de l'électricité sur 100 hectares, un centre de formation des mécaniciens aéronautiques, mais également de la biodiversité
biodiversité sur 150 hectares, avec un parc destiné notamment de jeux pour les enfants, de la restauration, de l'hôtellerie, un pôle de déconstruction avion, bien évidemment, mais l'attractivité globale que peut amener l'aménagement complet d'un site comme celui-là, ça a vocation à faire venir les touristes dans notre territoire et bien sûr à permettre aux habitants du territoire, mais également plus largement venant de l'Île-de-France, de pouvoir prendre demain l'avion pour s'évader. Et bien maintenant, c'est le moment de l'objet fétiche. Alors Benoît, quel est votre objet fétiche qui raconte un peu une partie de votre histoire ou tout au moins votre parcours entrepreneurial? Alors l'objet fétiche, c'est ma montre. Ah, on va regarder ça de plus près. Alors, montrez-moi ça. Ça, c'est un objet que vous portez tout le temps, en fait. Hein. Alors, c'est un objet fétiche puisque je le porte tout le temps. Il m'accompagne en tout instant. Il m'a été offert par mon épouse il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Ah, elle a 20 ans, cette montre. Tout à fait. C'est une montre de collection et c'est une montre qui est celle des aviateurs. C'est la marque Breitling. Et cette montre, eh bien, pour un aviateur, c'est le cap, la montre. Et pour moi, c'est important puisque le cap, c'est la trajectoire, c'est la route que l'on suit, c'est sa vie. Et puis la montre, le cap, la montre, eh bien, c'est le temps qui s'écoule et on a besoin du temps également, comme aviateur, bien sûr, pour se repérer. Et donc cette montre, elle est en réalité une façon d'avoir mon épouse à mes côtés en permanence puisque elle prend mon pouls tout le temps et donc voilà, j'y suis très attaché, je la quitte pas et donc elle est dans tous mes secrets. Il y a plein de symboliques, hein. Il y a le temps, il y a la boussole. C'est ça, le cap, la montre, la boussole, ce sont des indicateurs et des paramètres de l'aviateur, mais de la conduite en général dans sa vie de toute façon, hein. C'est la trajectoire que l'on choisit et les entrepreneurs ont besoin de mettre du temps, un cap bien sûr et de chronométrer un peu les engagements qu'ils prennent. Alors on va revenir donc Benoît, donc revivisco, donc c'est un terme un peu latin, ça veut dire quoi exactement? Alors revivisco, c'est un clin d'œil à l'histoire. Et moi je suis attaché puisque dans ce que nous faisons, nous sommes de passage et dans ce que nous entreprenons, eh bien nous faisons des références aussi à l'histoire. Ça a été le cas dans le cadre de la reprise de Quick par Burger King où j'avais donné un nom de code à cette opération qui était l'opération Overlord. L'opération Overlord, chacun la connaît, c'est celle des Américains qui en 1944 ont débarqué sur les plages de Normandie pour libérer la France. Et donc l'opération Overlord pour moi ça a été le grand frère Burger King qui venait sauver les petits soldats français de Quick. Mais c'est comme ça que vous avez appelé le projet quand vous étiez en pleine transaction? Tout à fait. Et donc, c'est-à-dire vous dites, bon voilà, on se retrouve pour Overlord. Exactement. Donc tout ce qui nous a rassemblés, et à chaque fois que nous avions des contacts bien sûr avec le repreneur, nous étions dans le cadre de l'opération Overlord, avec des noms de code, avec des lieux qui changeaient, avec des rendez-vous qui étaient déplacés, parce que bien évidemment, c'était une opération qui a été menée dans la plus grande discrétion pendant une année, et qui bien sûr ne devait pas être connue, notamment de l'enseigne Quick, qui n'était pas favorable à ce rapprochement à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est une pratique d'aviateur. Alors justement, j'en profite pour poser une question. Moi, j'entends tout le temps, quand je vois des films avec l'aviation, on parle ici Alpha, Beta, Bravo, Tango. Je sais pas, est-ce qu'ils dansent dans l'avion? Est-ce que c'est du Nesbrouf? C'est quoi cette histoire-là? Alors c'est une affaire très sérieuse, c'est universel, c'est-à-dire que quand on est pilote, eh bien on utilise l'alphabet universel aéronautique. Ah donc il y a un alphabet spécial pour les aviateurs. Tout à fait. Donc dans le monde entier, en anglais, on utilise l'alphabet aéronautique, ce qui nous permet d'échanger, ce qui nous permet d'interpréter la compréhension d'un mot, d'un nom, d'un point. Quand on donne le code d'un avion, par exemple, on dit jamais c'est F057. Il y a toujours quelque chose avec le F pour qu'on comprenne. Par exemple, le F, c'est l'immatriculation française, donc c'est Foxtrot. Ah, d'accord. Foxtrot 057, si c'est un T, c'est Tango, par exemple. Et Habib, dans votre langage d'aviateur, ça serait quoi? Alors, Habib, ça serait Hôtel Alpha Bravo India Bravo.
Ah, il y a 2 bravos dans mon nom. Il y a 2 fois bravo. Ah ben, je suis content. Alors, revenons à Revivisco. Alors, Revivisco, eh bien, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que la ville de Châteaudun, en 1870, le 18 octobre 1870, les habitants de Châteaudun, les Dunois, ont commis un acte de résistance majeur et ils ont livré un combat. C'était l'époque des troupes napoléoniennes, Napoléon III, et ils ont livré un combat contre les troupes prussiennes de Bismarck. La ville de Châteaudun a été prise. Ça a valu à la ville de Châteaudun d'être décorée de la Légion d'honneur. Elle fait partie des 7 villes de France décorées de la Légion d'honneur. Et donc, au centre de cette ville, il y a une place, la place du 18 octobre 1870, où se trouve un monument. Et au sommet de ce monument se trouve un phénix. Et le phénix illustre à la fois pour les pilotes et les aviateurs, bien sûr, l'avion, mais le phénix, c'est également l'oiseau de légende mythologique que tout le monde connaît, qui renaît de ses cendres et qui est en capacité de renaître, rebondir de manière perpétuelle. Et donc, Revivisco, ça veut dire renaître, en fait. Tout à fait. C'est une renaissance. Parce qu'en dessous de ce phénix se trouve une maxime, qui est celle de la ville de Châteaudun, qui est « éteinte, je renais ». En latin, c'est extincta revivisco. Et donc, je me suis inspiré de ce nom latin, renaître, revivisco, parce que je trouve que ça symbolise complètement la capacité des Dunois, de ces habitants qui ont été meurtris, qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu des batailles, et qui illustrent leur capacité à rebondir, à renaître et à se saisir, justement, de la renaissance de ce territoire à travers la réhabilitation de cette plateforme aéroportuaire. Et donc, revivisco, ça symbolise à la fois la renaissance, bien sûr, mais également la vitalité, l'environnement, parce que ce projet de Revivisco et de réaménagement aéroportuaire, il est aussi dans une dimension décarbonée, environnementale très très forte. Et puis, Revivisco se termine par la co-construction, puisque c'est un projet que nous avons l'intention de construire avec, bien sûr, les collectivités locales, bien sûr l'État, bien sûr la région, les départements, la ville de Châteaudun, mais également avec les entreprises et surtout les citoyens, parce que c'est un projet qui demain sera adopté par l'ensemble du territoire. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Donc c'est un projet auquel tout le monde peut contribuer en France. N'importe qui peut venir dire, bah, écoutez, moi je veux mettre voilà, ma petite pierre à l'édifice. Est-ce que vous faites un appel à des gens pour contribuer à ce projet? Tout à fait. Donc aujourd'hui existe l'association Revivisco, Châteaudun 2030. Sont les bienvenus les particuliers, bien sûr, les habitants du territoire, mais et même au-delà, tous les citoyens, et puis les entreprises. Donc cette association, elle fonctionne avec une cotisation. Donc nous, bien sûr, on sollicite à la fois les entreprises et les particuliers qu'ils adhèrent à Revivisco pour soutenir la faisabilité et la réalisation de ce projet, bien évidemment. Et demain, on fait appel bien sûr aux acteurs économiques du territoire et plus largement aux groupes qui le souhaiteraient, de manière à venir accompagner ce projet pour qu'il sorte de terre, voit le jour et s'installe durablement. On a l'impression que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de cette région. Donc c'est une histoire donc qui va jusqu'en 2030 pour voir un très beau projet qui va se réaliser. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous la raconter peut-être dans un ouvrage plus tard. Est-ce que c'est dans les clous ? Alors tout à fait, je pense qu'il faut que l'on déroule pendant plusieurs années ce projet d'envergure qui générera 2 points de PIB pour la région, 5000 emplois environ, donc c'est de nature bien évidemment à mobiliser le territoire, à générer des ressources pour l'ensemble du territoire et de l'attractivité, et il faudra que nous ayons déroulé tout ce projet pendant plusieurs années pour que bien sûr on puisse réaliser, je pense, demain un livre qui permettra de témoigner de tout ce que l'on aura fait et de tout ce que l'on aura imaginé et des étapes que l'on aura franchies. Eh bien, merci donc Monsieur Ponsin, merci pour cette interview. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui est quand même à la fois atypique, mais il faut dire que le personnage est également atypique avec son parcours. Donc je vous dis à bientôt et soyez au rendez-vous tous les vendredis à 13h. Merci.